Eh bien, bonjour à tous. Donc, avec Lucie du Tour de Picardie Nature, on va vous présenter et commencer ces rencontres par une présentation d'une méthode d'étude des chiroptères sur une zone spéciale de conservation avec notre exemple en baie de Somme. Donc, le contexte. Donc, dans le cadre de la réactualisation du DOCOB de la ZSC du site Natura 2000 Estuaire et Littoral Picard pour le syndicat mixte baie de Somme Grand Littoral Picard, une campagne d'étude des populations chiroptères a été réalisée à l'échelle d'un gros territoire et de 14 sites de la ZSC, cheval sur 2020-2021. Donc, comme je le disais, en co-traitance, ce qui n'est pas toujours le cas sur des projets de conservation, associations et bureaux d'études. Donc, Lucie du Tour pour Picardie Nature et ma part du côté de chez Biotop. Donc, pas mal d'intervenants, 10 intervenants, plus divers bénévoles de Picardie Nature, de la partie terrain, l'analyse, la cartographie et la rédaction, qui ont été assez copieux en termes de projets. Donc, voici le territoire étudié. Donc, pour ceux qui connaissent les Hauts-de-France et plus particulièrement la Somme en Picardie, la ZSC, les 14 sites de la ZSC commençaient de la baie d'Auty, en passant par le Marcanterre, le Crotoy, la basse vallée de la Somme, jusqu'au marais de Seigneville, et en redescendant du Hourdel au Hableux-d'Ault. Donc sur un territoire très large, des très grands sites, avec des interfaces de milieux très variées, notamment surtout littoraux, et évidemment sur un territoire où très peu de données chiroptères, ou en tout cas un état des populations n'avait pas été encore effectué. Quelques données ponctuelles, mais rien de bien méchant. J'ai illustré un petit peu le type de plaquettes sur la droite qu'on a mis en place sur certains sites pour avertir le public, notamment sur le parc du Marcanterre. L'objectif du projet était principalement, dans le cas du DOCOB, de compléter l'inventaire des espèces d'intérêt communautaire, l'annexe 2, mais aussi des autres espèces sensibles. On a abordé aussi ces rencontres en parlant de l'éolien. Donc des espèces sensibles régionales, notamment les noctules, Pipistrelles de Natusus impactées, donc les migratrices au niveau éolien. Le deuxième point, effectivement, améliorer les connaissances sur les habitats et territoires de chasse des différentes espèces en rotarier, leurs axes de transit et les gîtes utilisés, en été comme en hiver. Donc avec un objectif final, c'est-à-dire une meilleure intégration de ces enjeux dans les orientations de gestion, donc du DOCOB, mais aussi des sites gérés directement par le syndicat mixte baie de Somme. Donc, plusieurs moyens mis en œuvre, assez costauds, et notamment l'accent a été mis sur la détection acoustique passive, en commençant par, pour le côté bureau d'études, 5 points d'écoute autonomes continus pendant 5 mois, donc de manière à couvrir certains secteurs non couverts côté Picardie Nature, et on a essayé d'échelonner un petit peu comme ça les 14 sites et de trouver les bons compromis pour les positionner. Donc ces 5 points d'écoute autonomes continus ressemblent à ce qu'on peut voir sur la photo à droite, c'est-à-dire des grands piquets avec perché à 2 mètres, une protection micro, donc micro inversé avec réflecteur. En dessous, on peut voir le panneau solaire, le tout alimentant un coffret électrique qui est dissimulé au pied du piquet, caché, la végétation, comprenant un SM4 BAT sur batterie. Voilà. En complément de ces 5 points, vu l'échelle du territoire, nous avons réalisé 8 points d'écoute ponctuels d'une semaine, en période à cheval, en période de mise bas et de swarming, et également 13 points d'écoute ponctuels d'une nuit, là plutôt du côté du résultat du terrain côté Picardie Nature, pour compléter aux 50 points d'écoute actifs dans le second point, soit totalisant 790 nuits d'enregistrement exploitables. Donc une grosse phase d'enregistrement et sur une très longue durée. Voilà. Deuxième point, détection acoustique active. 53 points d'écoute ont été réalisés sur des sites un peu plus restreints, de 10 minutes, allant de 30 minutes à 3 heures après le coucher du soleil. Donc la localisation de tous ces points, à savoir la détection acoustique active, mais aussi passive, a été réalisée au préalable en fonction des habitats les plus favorables pour les chauves-souris, aux interfaces de milieu ouvert, milieu semi-ouvert,
en étant le plus représentatif du cortège des habitats de chaque site et évidemment de la faisabilité technique d'implantation du matériel. Et le troisième point, la recherche de gîtes en été et en hiver, donc, réalisée aussi par Picardie Nature, dans un rayon de recherche de 5 km autour des sites de la ZSC. Il y a eu 95 bâtiments d'inventoriés en période de mise bas et 66 blocos en hiver. Sachant que, pourquoi les blocos sur le littoral, ce que Lucie m'a expliqué aussi, c'est qu'il y avait peu d'habitations avec des caves sur ce secteur-là et peu de sites karstiques souterrains, type carrière. Donc voilà, l'accent a été mis sur les blocos. Quelques limites à tout ça, à l'addiction, mais pour ceux qui font de l'acoustique sur les chauves-souris les connaissent. Donc la distance de détectabilité des espèces d'un point fixe qui ne va pas bouger, et du coup en découle de la deuxième limite, l'absence d'orientation comportementale de l'écoute pour ces points passifs, qu'un opérateur pourrait réaliser avec une black-box en allant récupérer plus de signaux et mettre l'accent sur le comportement de la bestiole à l'instant où on l'enregistre. Et évidemment, la faisabilité technique, sans rentrer dans les détails, sur l'accessibilité au site, sur les parcelles privées. Vous imaginez, pour ceux qui connaissent ce secteur, les zones de chasse, chassées, donc les droits d'accès, l'implantation du matériel, qui pouvait être plus ou moins compliqué, suivant les lieux et les distances à parcourir, et l'organisation humaine de mise en place d'une équipe pour réaliser le terrain. Voilà, je vais laisser la place à Lucie sur la suite et une première brique de résultats, notamment sur les annexes 2. Merci. Alors du coup, je vais vous présenter quelques résultats obtenus donc, suite à cette étude, vraiment axée sur les espèces annexes 2, donc d'intérêt communautaire. Vous allez voir que par rapport au contexte national, le contexte des Hauts-de-France est quand même un petit peu particulier concernant certaines espèces, notamment le grand murin. Donc, vous avez la carte des Hauts-de-France ici représentée. Il faut savoir que donc, sur tout le territoire, nous avons seulement 1450 individus recensés en estivage. Donc, une population quand même relativement restreinte, avec seulement 9 maternités connues qui ont subi des fortes fluctuations d'effectifs pour un certain nombre de raisons. On a eu notamment sur certaines grosses maternités des problématiques de zoonose. On a eu des problématiques de dérangement qui ont fait que des maternités se sont déplacées. Donc une forte sensibilité de l'espèce aux modifications de son gîte remarquée en région. Ce que l'on constate également, c'est que les grosses maternités sur le territoire sont vraiment sur la frange ouest de la région et essentiellement situées en vallée. Alors, si on resserre un petit peu sur le contexte de la ZSC littorale Picard, donc ce que l'on constate, c'est que nous avons sur cet espace-là 2 maternités situées à moins de 10 km des sites de la ZSC, qui représentent à peu près 600 individus, soit 40% de la population des Hauts-de-France. Donc un enjeu très fort pour cette espèce-là sur ce territoire. Les sites en question sont déjà des sites donc, connus et conventionnés, donc déjà préservés. Ce qu'il est intéressant de pointer ici sur cette étude, c'est l'ensemble des analyses acoustiques ont permis de montrer les zones d'activité privilégiées de l'espèce sur les espaces de la ZSC, donc des zones de chasse, notamment au niveau des marais arrière littoraux, des dunes boisées. Et en dehors de la zone littorale, l'espèce est également bien présente sur la forêt de Crécy, donc vraiment la grosse tache verte que l'on voit un petit peu à l'est de la ZSC. Voilà, donc une fréquentation de l'espèce sur ces espaces, donc ce qui va pouvoir permettre quand même d'orienter les mesures de gestion adaptées sur ce territoire. Alors, une autre espèce intéressante sur le territoire, donc le grand rhinolophe, donc également présent en Hauts-de-France, avec des effectifs restreints, en estivage, assez peu de maternités connues également, avec seulement 870 individus pour l'ensemble des maternités en effectif maximum, et un cœur de population, cette fois-ci, qui est plutôt situé au sud-est de la région, donc plutôt donc sur le département sud du département de l'Aisne. La
présence de l'espèce sur les vallées et sur le littoral est également notable. Et on a une grosse problématique pour le grand rhinolophe dans les Hauts-de-France, mais comme ailleurs, évidemment, au niveau national, sur la fonctionnalité des populations et des problématiques de connectivité. Donc, avec le cœur de population principal dans l'Aisne, qui semble relativement déconnecté de toute la population de la frange ouest des Hauts-de-France. Donc, sur le territoire de la ZSC littorale, les deux maternités connues les plus proches sont situées à moins de 20 km de la ZSC et nous n'avons aucune maternité connue vraiment à proximité des sites de la ZSC proprement dite. Néanmoins, on constate une présence marquée au sud de la baie de Somme, le grand rhinolophe qui fréquente donc les sites de la ZSC littorale au sud de la baie de Somme, des zones de chasse, notamment à proximité des étangs du Hable d'Ault, donc au sud de la baie, et également en basse vallée de la Somme. Au regard des distances parcourues par les femelles en période estivale, il est possible que la maternité présente donc, du coup, sur le littoral normand, les femelles puissent justement venir chasser jusqu'au sud de la baie de Somme sur cette frange littorale. La question se pose quand même éventuellement d'une petite maternité présente à proximité de la basse vallée de la Somme, où on a également plusieurs contacts de grands rhinolophes en période estivale sur ce territoire. Donc voilà, la connaissance n'est pas encore aboutie et on voit qu'on peut améliorer encore la connaissance pour ces espèces à enjeu sur le territoire. Donc, autre espèce suivie dans le cadre des espèces d'intérêt communautaire, le murin à oreille échancré. Donc là, on est dans un contexte un petit peu différent. Comme ailleurs au niveau national, c'est une espèce plutôt en expansion. On a plutôt tendance à découvrir des maternités presque chaque année dans les Hauts-de-France. Donc, on a un certain nombre de colonies présentes dans les vallées, les lisières de bois, les zones bocagères en région, pour cette espèce du coup en progression. Au niveau de la ZSC, ce qui est notable, c'est qu'on a 3 maternités connues à proximité de la ZSC, mais vraiment en périphérie de la forêt de Crécy. Donc ça entoure vraiment la forêt de Crécy. Et par contre, des contacts acoustiques au niveau du littoral qui sont cette fois-ci assez restreints. Alors, ce sont quand même des résultats vraiment à nuancer. On sait ce qu'il en est de l'analyse des données acoustiques de Myotis qui ne sont pas toujours évidentes à faire ressortir. Donc, éventuellement à creuser en ce qui concerne une forte fréquentation de l'espèce sur le littoral, mais bon, qui ne semble quand même pas très marquée au vu des résultats de cette étude acoustique. Alors, une espèce qui, chez nous, est très importante, la barbastelle d'Europe, en effet, comme partout ailleurs, on constate une progression de cette espèce-là, mais vous voyez bien sur la carte des Hauts-de-France que le nombre de contacts reste vraiment très limité et localisé pour la barbastelle, avec quand même un noyau de population, donc plutôt justement entre la vallée de la Brelle et la vallée d'Authie sur le littoral, avec de plus en plus de contacts acoustiques sur ces 4-5 dernières années. Une petite colonie qui est connue en vallée d'Authie et suivie par la CMNF dans le Pas-de-Calais, donc dans un bois privé. Un site d'hibernation également au nord de la forêt de Crécy et un certain nombre de contacts acoustiques sur ce territoire-là. Donc, une espèce qui reste fortement en jeu sur les Hauts-de-France, malgré une petite progression en effet constatée sur le territoire. Au niveau de la ZSC, donc ce que l'on sait, c'est que l'espèce se reproduit en forêt de Crécy. Le réseau d'arbrogytes utilisé par l'espèce actuellement n'est pas connu, mais la capture de femelles allaitantes a montré la reproduction de l'espèce sur cette forêt.
Vous voyez les petits triangles rouges qui montrent voilà, les contacts acoustiques de la Barbastelle d'Europe sur ce territoire-là, qui concerne également du coup les sous-sites de la ZSC, notamment au nord de la baie de Somme, sur toute la partie du domaine du Marcanterre, donc avec, notamment avec des boisements de résineux sur ce territoire-là. Alors, c'est essentiellement des contacts de fin de saison. On a très peu de contacts vraiment en période de mise-bas sur cette frange littorale. Néanmoins, c'est vrai qu'au regard des effectifs très faibles de cette population de Barbastelle sur cette frange ouest de la Picardie, c'est une espèce qui serait à étudier un peu plus finement, probablement par radiopistage pour mieux connaître l'utilisation de ces gîtes arboricoles sur le territoire. Alors désormais, on va également faire un petit focus sur les espèces migratrices. Donc on a vu vraiment l'intérêt de se concentrer sur les espèces d'annexe 2 dans le cadre de la réactualisation d'Adocob, évidemment. Mais au regard de l'ampleur de l'étude chiroptère sur ce territoire, évidemment, on a également creusé la question sur d'autres espèces à enjeu sur le littoral, notamment les espèces migratrices. Ce qui a été vraiment notable ici en termes de flux d'activité, ça concerne la pipistrelle de Nathusius. Donc, on a vraiment une phénologie des contacts acoustiques qui nous montre une plus forte activité donc en fin de saison, en période de migration automnale. Donc là, on vous a donné un exemple d'une série temporelle de l'activité acoustique de cette espèce-là sur le chalet de Blanc-Tac, mais c'est une série que l'on peut retrouver à peu près sur l'ensemble des points d'écoute sur le littoral. Donc vraiment avec une forte activité concentrée fin septembre, début octobre. Donc en migration, vraiment cette frange littorale est un territoire à enjeu pour cette espèce. Alors, on a voulu savoir ce qu'il en était également pour les noctules, noctules communes et noctules de Lessler, qui sont également des espèces migratrices, comme vous le savez. Ce qui nous a frappé, en tout cas dans les résultats acoustiques de cette année 2020, du coup, c'était qu'on n'avait pas forcément de marqueurs de présence très importants sur la migration automnale. Et on avait plutôt une activité, notamment pour la noctule commune, qui était plutôt concentrée sur la période estivale de mise-bas et d'élevage des jeunes. Ce qu'on voit ici sur cette série temporelle du site des dunes des Blancs, donc au nord de la baie de Somme, où on a une activité de la noctule vraiment plutôt concentrée sur ce mois de juin, donc plutôt en période estivale. Donc la question se pose, elle reste complètement ouverte et il faudrait pouvoir également continuer les études sur cette espèce-là, de par où passent les couloirs de migration de la noctule commune dans le nord de la France. Donc, est-ce que, en effet, elles atteignent le littoral ou est-ce qu'elles restent le long des vallées voilà, donc vraiment une vraie question sur les déplacements de cette espèce-là dans les Hauts-de-France. Je vais redonner la parole du coup à Mathieu qui va vous présenter la phénologie sur un site, donc un exemple sur la phénologie. Ouais. Donc, comme on l'a pu voir sur les résultats des migratrices, cette phénologie à l'échelle de 5 mois de suivi, je vous présente un peu un exemple donc de phénologie et de résultats d'activité, un exemple type qu'on a pu décliner sur tous les sites suivis de cette façon-là. Donc là, c'est l'exemple avec le parc du Marcanterre qui a eu de beaux résultats avec de belles activités. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, bien évidemment, c'est du coup la liste d'espèces identifiées et la définition par espèce et par groupe d'espèces d'un niveau d'activité avec l'activité médiane enregistrée sur l'ensemble des nuits et l'activité max par nuit pour donner cette occurrence et cette présence de l'espèce sur le site. Donc, c'est le résultat du référentiel activité ActiKiro d'Alexandre Accard, pour ceux qui connaissent sa thèse et qui connaissent ses résultats.
Donc voilà, ça peut être décliné également en série temporelle, comme on a pu voir avec les migratrices. Là, toujours sur l'exemple du marcanthère, toute espèce confondue, donc de fin mai à début novembre. La période printanière n'étant pas été suivie à cause du Covid, on avait un petit manquement. On a analysé un petit peu plus longtemps sur la période automnale. Donc là, série temporelle en mute positive par heure de nuit à l'échelle des 5 mois, voilà, par nuit. Mais également, ça peut être décliné en série temporelle d'activité par mois, avec des zooms sur les annexes 2 notamment, dans le cadre de cette étude où on voulait savoir précisément à quelle période elles étaient là, dans quelle quantité, mais aussi peut être décliné par mois, toute espèce. Donc cette phénologie peut être aussi visualisée sous forme d'actogramme, ce que je trouve assez sympa. Donc là, en gros, c'est le résultat de l'activité par heure sur l'échelle d'une nuit complète et l'ensemble de toutes les nuits de suivi. Donc ça donne une visualisation d'occupation à l'échelle de tout un cycle d'activité pour... Là, j'ai mis un exemple avec toutes les espèces présentes sur le marcanthère. Donc là, on voit vraiment les grosses tâches d'activité de début de saison et le rallongement des nuits. Ah, comment ça se termine? Je vais aller vite. Et pour exemple, pour la noctule commune, avec pour objectif, évidemment, du coup, d'apporter de meilleures connaissances ou alors un début de connaissance sur les populations en place, et aussi bien une répartition spatiale et temporelle en comparant l'ensemble de nos points à l'échelle de toutes les nuits, on peut émettre cette répartition et ces comparaisons. Je laisse rapidement la suite sur les perspectives apportées. Alors, du coup, dans ce travail qui était vraiment axé sur l'amélioration des connaissances sur le littoral pour le syndicat mixte, on leur a quand même proposé un certain nombre d'aménagements possibles suite aux découvertes réalisées. Donc, ce qui est intéressant au niveau, en tout cas, des gîtes, on a prospecté 95 bâtiments à peu près sur la frange littorale. Donc, on a découvert aucune colonie d'espèces annexe 2. Par contre, on a quand même découvert 8 colonies de chauves-souris qui concernaient des pipistrelles, oreillards et murins à moustache. Et il y a notamment un site qui appartient au Conservatoire du littoral, donc un bâtiment donc, que vous voyez en photo ici, avec présence d'oreillards et de pipistrelles. Donc on souhaite leur proposer un aménagement vraiment spécifiquement pour préserver les colonies présentes dans le cadre de la réhabilitation de ces bâtiments. Concernant les sites d'hibernation, donc comme Mathieu vous l'a expliqué tout à l'heure, en effet, sur le littoral, on a très peu de sites d'hibernation pour les chauves-souris, aucun site souterrain pour ainsi dire. Les quelques sites que l'on a, ce sont des sites maçonnés, un ou deux tunnels, et essentiellement finalement des blocos. Donc, on a prospecté 66 blocos et on a le résultat a montré une très faible présence de chiroptères en hibernation dans ces blocos. On a seulement 3 sites qui étaient occupés avec seulement un individu dans chaque site. Donc, ce qui est très faible. En revanche, il y a un potentiel d'aménagement assez important dans ces blocos pour améliorer les conditions thermiques finalement qui amélioreront l'accueil des chauves-souris en hibernation. Au sein des sites, des sous-sites de la ZDC, il y a au moins 8 blocos qui sont aménageables, donc pour lesquels on pourrait faire des fermetures, des petits aménagements intérieurs, des poses de briques creuses, etc., pour améliorer la potentialité d'accueil de ces blocos pour les chauves-souris en hibernation et puis également en période de transit. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est vraiment de creuser la question autour de la pipistrelle de Nathusius, donc à la fois pour la protection, mais également finalement pour l'étude de l'espèce en migration, avec une densification des gîtes temporaires, donc la pose de gîtes artificiels pour la pipistrelle de Nathusius, donc à relever en automne pour cette espèce-là, donc sur la frange littorale picarde.
Et évidemment, tout ce travail, il va avoir une importance pour l'orientation de gestion donc, sur les sites de la ZDC. Et donc, un premier travail est déjà en cours pour la hiérarchisation des enjeux de conservation donc, pour les différentes espèces recensées à l'échelle de la ZDC. Donc, avec les résultats obtenus lors de cette étude. Voilà, ça va pouvoir permettre de prioriser les actions de gestion donc, en faveur des chiroptères sur cet espace-là. Je vous remercie de votre attention. Alors, Vicky, est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions? Oui. Oui. Sur les blocos, c'est très, très intéressant. Est-ce que vous savez qui sont les propriétaires des blocos? Est-ce que ce sont les communes ou est-ce qu'il y a des propriétaires privés? Je pense. Il y a des… Alors, sur les blocos identifiés sur les sous-sites de la ZDC, il y en a déjà un certain nombre qui sont situés dans le domaine du Mercantaire, donc propriétaires privés, qui sont en très bonne relation avec le syndicat mixte et qui sont déjà partants finalement pour qu'on fasse des aménagements. Alors, je précise que les aménagements, on souhaite faire appel à nos collègues de la CMNF qui sont devenus spécialistes dans ce domaine-là. Et évidemment, on ne va pas réinventer la poudre et on souhaite faire ce travail-là avec eux. Donc si le syndicat mixte est évidemment partant. C'est une boîte de BTP, la CMNF. Ensuite, on avait une question de Vincent Coé sur le chat. Alors, je ne sais pas si tu veux la poser oralement. Sinon, je la lis. Il demandait si vous aviez eu des contacts de petits rhinolophes sur le site. Non. Aucun. Et Grand Rhinolphe, très peu. Vraiment quelques contacts. Mais... Et Murin Bechstein? Non, aucun. Non. Mais comme on disait, les murins à creuser largement. En fait. On a énormément de murins indéterminés. On pourrait aller plus loin. C'est un travail qui peut être fait sur de plus longue haleine. Là, il y a eu 1 mois et demi, 2 mois quasiment d'analyse, quasiment non-stop sur l'acoustique. Ça peut être largement creusé. Et on pourrait ressortir effectivement peut-être des espèces et affiner peut-être encore plus les données. C'est déjà un bon début, je pense. Après, le secteur n'est pas favorable au Murin Bechstein. En plus, là, en plus. Coup, sur la forêt de Crécy, il est présent ou pas? Oui, la forêt de Crécy, il est présent, mais sur la frange littorale, on n'a pas des boisements. On n'a pas de beau boisement de feuillus. Ce qui n'est pas surprenant de ne pas l'avoir trouvé. Mais... Okay. Après, on avait Benjamin Lafont qui avait levé la main. Donc, je vous laisse prendre la parole. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Du coup, moi, j'avais une question, je trouve vraiment intéressant votre démarche. Peut-être ça a été expliqué, j'ai peut-être pas suivi suffisamment. Comment vous avez réussi à faire financer quelque chose sur un ensemble de sites comme ça? C'est vraiment intéressant et ça, c'est l'amont, disons, de comment vous avez réussi à argumenter pour aller au-delà de vos sites et aller étudier tout ça. Et puis, comment est-ce que vous envisagez à terme voilà, des questions d'extension de périmètre Natura 2000, comment vous intégrez ça dans toute la partie gestion finalement de COP? Je dis ça aussi de façon intéressée parce qu'on est dans des grosses réflexions d'extension aussi de périmètre. Merci. Alors pour les extensions de périmètre, je pense que malheureusement on ne va pas pouvoir te répondre parce que finalement c'est le syndicat mixte qui est donc animateur du site Natura 2000 sur ce secteur-là et qui va pouvoir travailler à partir de ces données issues de cette étude éventuellement pour proposer des extensions de périmètre. Après sur la première question, on a vraiment proposé une étude, vraiment une grosse étude assez solide au syndicat mixte, donc sur les financements Natura 2000. Et nous, avec ce volet associatif, c'est vrai qu'on a aussi pu se permettre de travailler de manière un petit peu plus large aussi avec notre activité du réseau bénévole. On s'est dit c'est aussi l'occasion dans le cadre de cette étude, peut-être d'aller voir un peu au-delà des sites Natura 2000 avec notre réseau pour compléter les inventaires. Donc, c'est ce qu'on a fait vraiment clairement sur les prospections de gîtes. On n'avait quasiment pas de gîtes de bâtiments sur les sites proprement dit. Donc, on a souhaité aller un peu plus loin pour avoir vraiment une meilleure connaissance des chiroptères sur ce territoire où on avait, c'est vrai, avant 2020, très, très peu d'informations.
C'est que c'est un marché qui a été lancé, on a répondu au marché en fait. Alors pour préciser, oui, du coup, Sophie vient de me faire un petit appel du pied. C'est bien un marché qui a été lancé par le syndicat mixte et on a répondu de concert, donc Picardie Nature et Biotop, à ce marché. C'est lié au fait qu'il y ait une structure, si je résume un peu, c'est parce qu'il y a une structure, donc le syndicat mixte, qui porte l'ensemble de ces sites, que ça a permis d'avoir quelque chose de partager sur un ensemble et un peu de s'extraire de ce qu'on a, nous, régulièrement, nos petits sites ponctuels où on ne peut pas conduire des choses à plus grande ampleur. OK. C'est ça. En fait, il y avait un très gros retard sur ce site, il y avait un très gros retard sur tous ces sites au niveau Kiro, que actualisation de COB, il fallait mettre des moyens. Donc, ils les ont. OK. Merci Benjamin. On va terminer avec Fanny qui avait levé la main pour une question aussi. Et puis après, on enchaînera avec la prochaine présentation. Oui, moi j'avais une question par rapport au vu des résultats sur la frange littorale. Donc, comme dit Sophie, ça a permis vraiment d'étoffer un petit peu dans le cadre de la révision du DOCOP, si j'ai bien compris. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à partir de ces résultats, quelles sont les activités, les types d'activités et les aménagements sur la frange littorale sur lesquels on doit avoir, nos services de l'État, une vigilance, notamment quand on étudie l'évaluation des incidences Natura 2000. Bon, en dehors de l'éolien. On va être sur les sujets transversaux de trame noire. Il y aura il y a des sujets trame noire. Après, sur le littoral, en dehors des sites Natura 2000, c'est vrai qu'il y a quand même des problématiques d'aménagement, notamment d'aménagement touristique, je pense, sur lesquels il faut être vigilant, qui peuvent impacter notamment tous les espaces de dunes boisées, etc. sur le littoral. Après, je ne sais pas, je pense qu'il y a un certain nombre d'activités sur lesquelles il faut être vigilant. Je n'ai pas forcément tout en tête. Mais je pense aux réflexions des digues, là, notamment, qui vont être remis en place. Il y a tout un travail sur un territoire littoral qui peut avoir un impact modéré, mais où il faut faire attention quand même sur la notion de gîte, de bâtiments isolés, qui pourraient être d'anciennes fermes sur des trajectoires comme ça. Des corridors. De corridors aussi, avec une petite modification des haies. Donc non, ça faut être vigilant, effectivement. On n'a pas de grosses idées en tête comme ça, parce que le littoral est quand même bien protégé. Mais voilà. Je ne sais pas si on répond à ta question, plus de moi. Oui, merci.